Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Georges Hugeux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Ancien numéro 2, ancien vice-président du NYSE, le New York Stock Exchange, donc la bourse américaine. Vous publiez chez Odile Jacob La descente aux enfers de la finance, préfacée par qui? Par quelqu'un qui était là la semaine dernière à votre place sur ce plateau, l'ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous alertez, mais vous n'êtes pas le premier, hein, vous alertez sur les dangers de l'endettement public mondial. C'est vrai qu'on est à un record bien au-delà de ce qu'on a pu connaître au pire de la crise il y a 10 ans. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas le premier. D'autres ont tiré la sonnette d'alarme. La BRI, la Banque des règlements internationaux. On a quoi, le FMI, encore Standard & Poor's. On a fait un sujet là-dessus il y a cela quelques jours. Jean-Claude Trichet, qui vient régulièrement nous voir. Jacques Delarosière aussi, qui était là sur ce plateau. Donc oui, vous avez raison, c'est vrai. Il y a plus de dettes. Mais ce qu'il faut voir aussi, et vous le savez, ce sont ce qu'on appelle le service de la dette. Les intérêts payés par les débiteurs, les intérêts, eux, ont baissé, donc la solvabilité, c'est tout le paradoxe. Le stock de dette, il a gonflé, on est d'accord. Mais ce que ça coûte à rembourser a baissé. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, mais vous parlez de l'Europe. Parce que l'Europe a suivi une politique extrêmement agressive, avec des intérêts négatifs. Aux États-Unis aussi. Hein. Aux États-Unis, le premier trimestre de déficit budgétaire, donc novembre, décembre, janvier, est en hausse de 77% par rapport à l'année précédente. Nous ne sommes pas du tout sur des petites évolutions. Et le problème, je ne sais pas si c'est l'Europe, mais l'Europe continue à faire des politiques qui maintiennent les taux d'intérêt bas, ce qui, pour moi, aujourd'hui, continue une forme d'expropriation des investisseurs. Ouais. Ah, il y a plein de choses dans ce que vous racontez là, c'est intéressant, mais encore une fois, c'est vrai qu'on voit bien, et là vous avez raison, il y a un stock de dette qui est immense. Je maintiens que le service de dette au global coûte moins cher aujourd'hui aux débiteurs, mais on voit bien qu'elles sont gênées aux entournures, les banques centrales, parce qu'elles sont en train de caler à des degrés divers devant l'obstacle. La Fed a remonté en gros 2% ses taux d'intérêt. Historiquement, ce n'est pas grand-chose. La BCE se donne 6 mois de plus pour voir ce qu'elle peut faire, parce qu'elles ont conscience justement que les économies, ces banques centrales, elles ont conscience que les économies sont très vulnérables. Elles sont beaucoup plus sensibles aux taux d'intérêt parce qu'il y a plus de dettes. Ça, elles l'ont compris. Et c'est pour ça qu'elles ont du mal. Et à vous écouter, ce qu'il faudrait, la solution, on en parlera plus tard, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Mais si vous augmentez les taux d'intérêt, c'est là où vous la créez, l'explosion de la bulle. Enfin, on marche sur des œufs. Enfin, On est effectivement sur une situation extrêmement délicate. Vous avez d'une part un stock extraordinaire. Aux États-Unis, on a annoncé, lorsque la Fed a monté les taux de 25%, que la bourse allait s'effondrer, que l'économie allait se terminer. On l'a fait 7 fois et il ne s'est rien passé. Je crois qu'il y a maintenant une question à se poser qui est celle de la politique monétaire. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, si la Banque centrale européenne avait le courage et la vision de commencer une politique progressive, il n'y a pas d'impact sur l'économie parce que le taux à court terme... Mais il ne le sait pas, Mario Draghi, que s'il augmente de 25 centimes, de 25 points de base, ça ne changera pas la face du monde et que finalement l'économie européenne pourrait le supporter. Vous croyez qu'il ne le sait pas? S'il ne le fait pas, c'est qu'il a un doute quand même, non? C'est peut-être qu'il a un problème qui est très spécifique, mais que je ne ressens pas de la même manière, et qui est le problème italien. Mais les Italiens, ils ont vu leur taux d'intérêt passer de 1 à 3%. Ouais. Donc leur déficit budgétaire va augmenter aussi. La situation de l'Italie n'est pas dépendante des 25 points de base. Et n'oublions pas que la Banque centrale a des taux sur le court terme. Les taux à long terme, c'est une autre affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal que si j'achète des obligations américaines à 10 ans du Trésor américain, je touche 2,75% et en Allemagne 0,50%. La comparaison est plus intéressante sur l'Italie. Est-ce que l'Italie s'endette à 10 ans à quasiment au niveau des Américains? Est-ce que c'est normal qu'on ait le même rendement sur les obligations souveraines italiennes qu'américaines? Absolument. Il y a un sujet là. Hein. Tout à fait. Mais c'est le même sujet qu'avec les Allemands. C'est en fait le même sujet, oui. Mais c'est plus parlant. On sent dans ce livre que vous redoutez le pire. Voilà, vous parlez de tsunami financier. Peut-être qu'il faut admettre que les banques centrales ne pourront jamais, c'est la thèse de certains économistes, ne pourront jamais relever les taux d'intérêt et revenir à la normale. Ou alors, on ne sera plus là pour voir ça, parce que ça sera tellement à vitesse de fourmi. Et encore une fois, l'exemple qu'on a sous le nez, c'est l'exemple japonais. Ils n'en sont jamais sortis de leur politique monétaire ultra généreuse, et ils n'en sont pas morts. Ça leur a coûté 5 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, ça leur a coûté aujourd'hui, les épargnants Non.
Aujourd'hui, la taille de la banque centrale japonaise est de 5 000 milliards de dollars et 80%. Mais il n'y a pas eu de cataclysme financier, il n'y a pas eu de tsunami que je sache. Le problème, c'est que vous ne pouvez continuer à avoir ce que vous avez aujourd'hui qu'en continuant à en remettre. Ouais. C'est sans fin, quoi. Exactement, c'est un puits sans fin. Et à un moment donné, les ajustements se font parce qu'il y a des primes de risque. Sauf que certains disent que, encore une fois, je fais exprès de me mettre en face Oui, de je vous, sais, mais oui. certains disent que tant que les banques centrales sont là à la manœuvre, elles ont fait le job jusqu'à présent, et ben les dettes vont rester soutenables parce qu'elles sont là pour les garder pendant, peut-être ad vitam aeternam, très longtemps, les taux d'intérêt très très bas. Encore une fois, il y a le stock de dettes et puis est-ce que ça coûte à rembourser? Qu'on ne rembourse jamais parce qu'on roll, on roll over. On repousse, enfin voilà, on repousse l'échéance. J'ai eu cette discussion avec la Banque centrale du Japon, parce que j'ai eu des discussions et avec le Parlement et avec le gouvernement. Je leur ai dit qu'il n'y avait qu'une seule solution, il fallait couper la Banque du Japon en deux. Et faire une bad bank. Recréer une vraie banque centrale, et le reste est un fonds commun d'obligations du Trésor. Donc ce n'est pas du tout bad bank, mais c'est un autre type de gestion, c'est un autre type. Pour le moment, Quel intérêt de faire ça? Il est temps que les banques centrales retrouvent la liberté d'une politique monétaire qui ne tienne pas compte d'abord et avant tout du politique. Voilà. C'est ça votre thèse aussi, c'est vrai que vous avez raison, j'aurais dû commencer aussi par ça pour vous. Les banques centrales qui sont indépendantes dans leur mandat, dans les faits, ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'au cours des dernières années... que Mario Draghi, il attend un appel d'Emmanuel Macron, d'Angela Merkel pour savoir ce qu'il faut qu'il fasse? Je ne pense pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. La difficulté, ce que je reconnais pour Mario Draghi, c'est que Mario Draghi, il n'a pas de ministre des Finances à côté de lui. Un gouverneur de banque centrale a normalement un ministre des Finances. Le ministre des Finances est celui qui emprunte... Les Allemands n'en veulent pas. Bon. Vous n'avez pas échappé. Il n'y a donc pas de... Le problème, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un ministre des Finances si vous ne pouvez pas taxer. Hein. Donc, le problème est la taxation. Oui. Mais revenons sur le point. Il n'a pas de ministre des Finances, donc il est au four et au moulin. Il fait la politique budgétaire, indirectement, il fait la politique monétaire, et il fait la politique des banques centrales, mais etc. Mais en toute indépendance, encore une fois, personne, il est aux ordres de personne, Mario Draghi. Il est aux ordres de personne. La seule chose, c'est que comme il a une série d'éléments d'équation dont il doit tenir compte, il ne peut plus suivre nécessairement ce qui serait indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire une hausse des taux d'intérêt pour des raisons de politique monétaire. Parce que derrière, ça pourra un impact sur la dette souveraine italienne et rendre insolvable. Et autres, exactement. Insolvable, encore une fois, la dette italienne. C'est ça le sujet. Et comme il a peur de ça, parce que, l'Italie, on le sait bien, mais c'est 20 fois plus gros que la Grèce, quand on voit ce qu'on a eu avec la Grèce. Voilà, et nous savons qu'ils sont en récession. Nous savons qu'ils ont un système politique qui n'est pas précisément caractérisé par la discipline budgétaire. C'est beaucoup de choses, l'Italie, aujourd'hui. Mais par contre, l'Italie est l'endroit où les migrants arrivent. Ouais. Donc il y a à la fois un problème économique et un problème politique. Ouais. Et il faut trouver l'arbitrage entre les deux. Pour vous, à l'évidence, les taux d'intérêt finiront par remonter, mais à long terme, comme disait Keynes, nous serons tous morts. Mais si vous vous trompez, donc si vous avez raison que les taux remontent peut-être trop vite, on risque effectivement le tsunami financier. Mais si les taux restent bas, on peut rester encore longtemps et le tsunami, on ne le verra pas, ni vous ni moi. Tout ça va très bien si le déficit budgétaire des États n'augmente pas. Parce que nous sommes quand même dans une situation où le déficit budgétaire augmente à peu près tout le temps. Enfin, il y a des efforts qui sont faits au niveau européen. En zone euro, pardon, on est à 1% de déficit, moins d'1% de déficit budgétaire en zone euro. Ça va, pas périr dans la demeure en zone euro. C'est pas... La France a 3%, que je sache. Oui, 3,2, 3,3. L'Italie est à 4%. D'accord. Alors l'Allemagne est à 0. Non, en déficit budgétaire, l'Italie n'est pas à 4%. Elle est en dessous de 3, elle est à 2 et quelques, l'Italie. On est quand même dans des chiffres un peu plus élevés que 20% dans les grands pays. Je ne connaissais pas le chiffre de 1%, je vous fais confiance. Voilà, maintenant, sur la zone euro en moyenne. Et c'est un peu moins que ces 0,8. Ce que je veux dire, c'est que la tendance lourde des déficits budgétaires est à la hausse. Nous avons un problème. Notamment aux États-Unis. Le vrai problème, pardon, il n'est pas chez nous, il est aux États-Unis. Ils ont quasiment 5% de déficit public. D'ailleurs, Trump, vous l'avez dans le pif, hein, dis donc. Rien. Toutes ces décisions sont mauvaises à vous écouter. Hein. En matière... Oh, vous êtes dur, encore une fois, Georges Jujeu, on vous aime bien. Mais oui. La bourse américaine est au plus haut, 3% de croissance en 2018, le chômage en dessous de 4%. Pour l'instant, excusez-moi, son bilan économique, il n'y a pas comme ça tir à boulet rouge, non? On verra par la suite. Hein, mais Son déficit budgétaire est en hausse de 77% en un an. Sa dette augmente de 21 pour un trimestre.
on augmente de 21 à 23 trillions de dollars de dette. Ça n'est pas soutenable. Il est clair qu'à un moment donné, on va avoir des problèmes de rating pour les États-Unis, la notation pour les... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt ne sont pas totalement contrôlés par les banques centrales. Parce que les banques centrales contrôlent la partie du court terme. La partie longue, elles les contrôlent avec le quantitative easing dont elles sont en train de sortir. Voilà. Sortir aux États-Unis, oui. Ouais. Et vous voyez la baisse du bilan. En Europe, du bilan, on attend aujourd'hui la réunion aujourd'hui de la Fed, baisse du bilan, on attend justement des précisions de la part de George Powell qu'on voit à l'écran sur l'arrêt de la réduction du bilan parce que c'est une forme de contraction monétaire et donc c'est pas bon pour les banques, pour les emprunts. Mais à vous écouter encore une fois d'ailleurs, puisqu'on le voit, le patron de la Fed, Jerome Powell, il a trop les yeux rivés sur les marchés. C'est ça que vous lui reprochez? Finalement d'être un peu aux ordres des marchés? Il est absolument certain aujourd'hui qu'il y a une transformation aux États-Unis à la suite d'un incident qui s'est passé il y a 4-5 ans et qui fait qu'aujourd'hui, les banques centrales, la Fed consulte tous les détenteurs d'obligations, les teneurs de marché pour savoir ce qu'elle va faire. Et son objectif, c'est de ne pas secouer. D'accord? Ne pas secouer Wall Street n'est pas dans la fonction des banques centrales. La fonction des banques centrales, c'est de savoir si oui ou non la prime de risque est ce qu'elle doit être, si oui ou non on a réalisé un équilibre entre les emprunteurs et les prêteurs. En Europe, c'est terminé. On a exproprié une bonne fois et on continue à exproprier les investisseurs. C'est très intéressant. Mais si on reste sur simplement la situation des États-Unis, Jay Powell est le premier qui, malgré cette consultation qui continue à exister, a une attitude extrêmement prudente par rapport à ce que les marchés attendent et est beaucoup plus prêt aujourd'hui à se distancer des marchés que ne l'était Janet Yellen. Donc, il faut s'attendre de ce côté-là à quelques petites secousses. Oui, alors pour vous, justement, tiens, parce que vous avez daté la prochaine secousse, le prochain tsunami financier, attention, ouvrez grand vos oreilles, c'est 2020. Oui. 2020, c'est demain. Pour 2020, Georges Hugeux, ça va vous suivre hein, s'il n'y a pas de crise l'année prochaine, vous le savez, on sortira les bandes et tout. J'ai pris le risque. Pour Georges Hugeux, ancien numéro 2, encore une fois vice-président de la banque de la bourse américaine, crise financière pour 2020. Comment vous faites pour la dater, honnêtement, sérieusement? Et d'où viendra l'étincelle? Parce que là, alors, il y a deux problèmes. Dans ce que vous dites, le premier, c'est la date, je ne la connais pas plus. Pourquoi 2020? Pourquoi pas 2021, 2022? J'ai commencé en 2017, j'ai pris 3 ans comme horizon de temps. Mon objectif n'est pas de donner une date. Mon objectif, c'est de dire ce n'est pas dans 10 ans. Mon objectif, c'est qu'on doit diminuer ça viendrait d'où? Le déficit. Alors, la question que vous posez, je savais que la crise de 2008 allait avoir lieu, et j'avais fait des émissions et des choses comme ça, tout ça c'est clair. Mais je n'ai jamais cru que c'était le marché des crédits hypothécaires qui allait sauter. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui se passe et ce qui va sauter. Ce que je sais, c'est que la planète finance, les banques centrales, les banques et les gouvernements se sont fragilisés par l'endettement. Et par rapport à cette ça peut durer, ça peut encore durer. Oui, ça peut durer. Mais un grain de sable peut déstabiliser beaucoup plus vite qu'on ne croit. Aucun signal avant-coureur aujourd'hui. Il n'y a rien aujourd'hui. On ne voit rien. Non. 77% de hausse du déficit budgétaire américain. Ce n'est pas un élément mineur. Et vous allez pouvoir regarder dans ce que... Et ça sera quoi? Ça sera une crise financière, un krach boursier? Ça sera quoi? Non, parce qu'on peut imaginer plein de choses, que c'est le pétrole... Écoutez, si c'est un élément qui joue sur le déficit budgétaire, d'accord, c'est immédiatement dans les taux d'intérêt. Parce que vous allez avoir des gens qui vont... tous fait peur sur les taux d'intérêt. Quand 10 ans américains étaient au-delà de 3%, on s'est tous dit, ça y est, on va vers 3,5, vers 4, on est à 2,6 aujourd'hui. On s'est tous excités pour rien. Mais je n'ai pas de problème avec la hausse des taux d'intérêt. Mon problème, c'est qu'à ce moment-là, le déficit budgétaire... Pour vous, il faut qu'il y ait plus de taux d'intérêt, de hausse de taux d'intérêt, de côté de l'Atlantique. Moi, je suis convaincu que si on vous écoutait, on irait droit dans le mur. Et là, vous l'auriez votre crise en 2020. Ah oui, là, nous sommes tout à fait... c'est pour ça, en fait, qu'il la veut en 2020, parce qu'il la souhaite. Non, mais sérieusement. Très sérieusement. Avec vos préconisations, on va dans le mur, là. Sauf si on prend les mesures budgétaires nécessaires. Ah ouais, et c'est là qu'on arrive. Il faut commencer... Ah oui, vous resserrez, c'est fort, là, parce que des taux d'intérêt plus élevés, et vous voulez qu'en plus, on serre le kiki, pardon l'expression, en termes de budget. Mais partir et là, l'économie qui est déjà... D'ailleurs, pardon le timing, faire ça maintenant, alors que l'économie mondiale ralentit, c'est le bon timing, Georges Hugeux, de faire ça maintenant, alors que la croissance mondiale ralentit? Oui, pour la raison suivante. C'est qu'à partir du moment où vous anticipez une hausse du déficit budgétaire et que vous allez avoir cette hausse de taux d'intérêt, si vous n'avez pas géré ça
au jour le jour et progressivement, vous allez vous trouver devant un mur. Et ça, c'est beaucoup plus douloureux. Pour le moment, pour moi, il faut prendre des mesures. Et d'ailleurs, Jean-Claude Trichet le dit dans la préface. Et parmi les mesures, notamment, il y a un point très important. Les entreprises ne payent pas d'impôts. Ah oui, c'est votre marotte aussi, c'est intéressant ça pour le coup. Je ne suis pas sûr qu'on réglera tous les problèmes en augmentant le taux d'impôt sur les sociétés, mais c'est vous souhaitez. Attendez. Pour vous, les taux d'impôt sur les sociétés, on est en Europe, on doit être, je sais pas, à 20 et quelques. Il faut aller vers 35%. En France, d'accord qu'on est plus proche des 35 que des 25. Non. Ah, j'ai mal compris alors. Aujourd'hui, 10% des ressources de l'État viennent des entreprises. Oui, c'est vrai. Si vous enlevez tous les subsides généralement quelconques qu'on a donnés... 10% c'est OCDE, chiffre OCDE ou France, États-Unis. C'est Europe, c'est États-Unis. États-Unis, c'est 8. D'accord. Donc nous sommes dans un système dans lequel, je dois être extrêmement clair, ce sont les entreprises qui fixent le système des taxations des grandes entreprises. Il faut taxer plus. Absolument. Il n'est pas normal que les entreprises... Mais c'est au niveau mondial, ça. Vous savez que sinon... Et donc, comme vous avez tout à fait raison, il ne faut pas le faire pays par pays. Ouais. Au niveau mondial, alors là, déjà en Europe, on n'y arrive pas. Vous avez gagné. Harmonisation fiscale européenne n'a pas commencé. Il faut. On ne peut pas garder une Europe fonctionnant avec un système de taxation caduque. Donc, on doit essayer de faire cet effort. Je vais ajouter un autre élément par rapport à ça. C'est que vous avez en France une situation très particulière. Vous avez d'énormes charges sociales. Donc, dès qu'on parle d'augmenter les impôts, les entreprises disent « oui, mais il y a les charges sociales ». Eh bien, je pense que si on augmentait les impôts et qu'on baissait les charges sociales, même si c'est argent pour argent, on aurait de l'emploi. Dernier point très intéressant, Georges Jugeux, on l'a évoqué à peine, mais là, il faut en parler quand même, sur le dommage collatéral de cette politique monétaire à taux bas ou à taux nul. Ce sont les épargnants. Ce sont les retraités. Qui ont été, spoliés. Ce sont vos mots, j'ai envie de vous entendre. Oui. Les épargnants ont été spoliés par les banques centrales. Tout à fait. Et quand vous parlez aux banques centrales, elles vous le disent. C'était ça ou taxer. C'est une forme de taxation indirecte de l'épargnant. Les compagnies d'assurance vie qui donnent des engagements le font sur base d'un rendement de leur portefeuille. On leur a coupé le rendement du portefeuille. Les fonds de pension, même chose. Les retraités, vous parlez même des centaines de milliards d'euros d'intérêts ont été extorqués aux épargnants, transférés aux États. C'est pas moi qui ai fait l'étude. Pourquoi aux entreprises, aux États, pourquoi les entreprises? Parce que la courbe de taux, elle concerne aussi les... évidemment. D'accord. Voilà, des centaines de milliards d'euros extorqués donc aux épargnants. Oui. Avec ces taux bas. Bon, ben voilà, en tout cas, il faut lire Georges Jugeux absolument. La descente aux enfers de la finance. Prendre une petite corde pour le week-end. Préfacé par Jean-Claude Trichet, donc c'est chez Odile Jacob. Merci d'avoir été notre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama. Avec grand plaisir, merci.